Let's go. That's great. If I move, got it. No, he did it! That is my body. So scram! Get back to work! No one understands. It's a glorious opportunity for a job. Lovely calls at 6:30. Look, I'll meet you. And I'm gonna find you. Crazy. Maybe you should call her up and tell her. Is this so?
Il y a des films qui parlent de réussite et d'autres qui parlent de survie. Soul choisit un territoire plus troublant. Celui des personnes qui ont enfin obtenu ce qu'elles désiraient, mais qui ne savent plus très bien quoi faire de leur existence une fois le rêve atteint. Dans les rues de New York, Joe Gardner pense connaître la réponse. Il veut jouer du jazz. Pas l'enseigner, pas l'expliquer à des élèves qui attendent que la sonnerie retentisse, pas le pratiquer le soir dans son petit appartement en imaginant une scène plus grande. Il veut être au milieu d'un groupe, entendre le silence se tendre avant qu'une note surgisse, puis laisser son piano trouver sa place entre une batterie, une contrebasse et les respirations du public. Pour lui, cette minute-là justifierait tout. Le choix de Pixar est assez audacieux. Joe n'est ni un enfant perdu dans un monde magique, ni un aventurier armé d'un pouvoir exceptionnel. C'est un professeur de musique de collège, un homme adulte, compétent, passionné, mais coincé dans une vie qu'il considère comme provisoire. Son problème n'est pas de ne rien aimer. Au contraire, il aime quelque chose avec une intensité telle que le reste lui semble gris, secondaire, presque inutile. Et dès le début, Soul installe cette contradiction sans la traiter comme un simple défaut de caractère. Joe n'est pas paresseux. Il ne manque pas de courage. Il ne méprise pas les autres. Pourtant, il laisse passer près de lui des gestes d'affection, des occasions, des repas, des conversations, parce qu'il attend le moment où sa vraie vie commencera enfin. Dans sa classe, cette distance est visible. Joe connaît la musique, il connaît le jazz, et lorsqu'il s'assoit au piano, son regard change immédiatement. Les accords donnent à ses mains une assurance qu'il n'a pas dans le reste de sa journée. Mais ses élèves ne sont pas tous prêts à recevoir cette passion comme un cadeau. Certains rêvent déjà d'autre chose. Certains n'ont jamais demandé à devenir musiciens. Certains aiment jouer sans vouloir faire de cette activité une profession. Joe, lui, juge presque instinctivement la valeur d'une journée à ce qu'elle rapproche ou non de son grand objectif. C'est une vision étroite, mais profondément humaine. Beaucoup de gens connaissent cette sensation, travailler sans croire que le travail compte, accepter des obligations en pensant qu'elles ne sont qu'un couloir avant la porte importante. L'un des élèves de Joe, Curley, tient pourtant à lui. Il sait que son professeur a du talent et que ce talent mérite mieux qu'une salle de cours. Lorsque Joe apprend qu'un poste permanent lui est proposé au collège, sa mère, Liba, y voit une sécurité précieuse. Elle a passé sa vie à tenir son salon de coiffure, à avancer avec sérieux, à ne jamais laisser les difficultés effacer la dignité de sa famille. Pour elle, le poste est une chance nette, concrète, respectable, un salaire stable, une reconnaissance, une place durable dans le monde. Joe écoute, mais son visage trahit déjà son refus. Il ne veut pas d'une vie stable, il veut une vie qui brûle. Cette opposition avec Liba est essentielle, parce que Soul ne construit jamais la mère de Joe comme un obstacle ridicule. Elle aime son fils et elle connaît le prix de l'incertitude. Joe entend dans ses conseils une injonction à abandonner son rêve. Liba y met surtout la peur de le voir échouer encore, déçu par des promesses de musiciens que le monde ne tient pas toujours. Entre eux, la musique n'est pas seulement une passion. Elle devient un vieux débat familial. Faut-il protéger ce que l'on a ou risquer ce que l'on désire ? Le film ne choisit pas immédiatement un camp. Il laisse cette question vibrer, comme une note qui n'a pas encore trouvé sa résolution. Puis Curley appelle Joe avec une nouvelle qui change la température de sa journée. Dorothea Williams, saxophoniste de jazz reconnue, cherche un pianiste pour son groupe. Curley peut lui obtenir une audition. Joe traverse alors New York avec une agitation presque enfantine. Il parle vite, il marche vite, il imagine déjà l'issue avant d'avoir franchi la porte. Ce n'est pas seulement une opportunité professionnelle. Dans son esprit, c'est peut-être la preuve qu'il n'a pas eu tort d'attendre. Toute sa vie pourrait être confirmée par quelques minutes face à Dorothea. La scène de l'audition est l'une des plus importantes de Soul, car elle révèle Joe dans son élément sans le transformer en génie inaccessible. Lorsqu'il commence à jouer, il n'exécute pas simplement une partition. Il répond. Dorothea lance une phrase musicale, Joe la reprend, la déplace, l'enrichit, puis la laisse revenir différemment. Le jazz devient ici une conversation où personne ne sait exactement où il va, mais où chacun doit écouter assez attentivement pour que le chemin existe. Joe entre dans cette circulation avec une joie totale. Pendant quelques instants, il ne se demande plus comment il est perçu, s'il sera choisi, ce qu'il devra payer ensuite.
il est présent. C'est précisément ce qui rend la suite si cruelle. Il possède déjà dans cette audition une forme de vie intense. Mais il ne sait pas encore la reconnaître. Dorothea n'est pas facile à impressionner. Elle a vu des musiciens talentueux, des candidats nerveux, des joueurs capables d'en faire beaucoup mais incapables de servir le morceau. Joe, lui, trouve quelque chose de juste. Quand Dorothea lui demande s'il peut revenir jouer avec eux le soir même, le monde semble enfin se mettre à la bonne hauteur. Joe a son concert. Son rêve n'est plus une idée abstraite racontée à sa mère ou défendue contre un emploi fixe. Il devient une adresse, une heure, une place à tenir derrière un piano. La manière dont Joe réagit est volontairement excessive. Il saute, il remercie les passants, il se croit soudain protégé par le destin. Il ne voit plus les dangers ordinaires autour de lui. Un chantier, un trou ouvert, un instant d'inattention, et cette euphorie le conduit droit vers l'accident. Joe tombe. Le film ne prolonge pas le drame avec une violence réaliste. Il coupe presque le souffle. Une seconde plus tôt, Joe pensait avoir gagné sa vie. La seconde suivante, il en est séparé. Ce basculement donne à Soul sa force particulière. Le film ne demande pas seulement « Que feriez-vous si vous aviez une grande chance ?» Il demande « Que feriez-vous si cette chance arrivait exactement au moment où vous ne pouviez plus en profiter ?» Joe se retrouve sur un tapis roulant lumineux qui mène les âmes vers le grand après. Il y a quelque chose de calme, presque administratif, dans ce passage. Les êtres qui avancent ne sont pas torturés, ils sont dirigés. Ils reçoivent une destination. L'univers ne semble pas hostile, il est simplement immense, organisé selon des règles qui n'ont aucun égard pour les rendez-vous manqués de Joe Gardner. Joe refuse immédiatement cette logique. Sa mort lui paraît absurde, parce qu'elle interrompt son histoire au moment précis où elle allait, selon lui, devenir valable. Il ne proteste pas par sagesse ni par acceptation. Il s'échappe. C'est un geste panique, parfois égoïste, mais compréhensible. Il n'a pas peur seulement de mourir. Il a peur de n'avoir jamais vraiment vécu. Cette nuance est au centre de toute l'aventure. Joe ne réclame pas l'éternité. Il réclame une seule soirée, un concert, une preuve. Il s'accroche à ce désir comme à une bouée, sans imaginer qu'il devra d'abord comprendre pourquoi cette bouée ne peut pas le sauver à elle seule. En essayant de remonter à contre-courant, Joe se retrouve dans le grand avant, un lieu où les nouvelles âmes sont préparées avant de descendre sur Terre. Ici, l'imagination de Pixar se détache complètement de New York. Les formes sont douces, les couleurs lumineuses, les espaces semblent dessinés pour rendre supportable une idée vertigineuse. Avant d'avoir un nom, une famille, un corps ou des souvenirs, une personne devrait déjà recevoir une personnalité. Les âmes y découvrent le sarcasme, l'enthousiasme, la prudence, l'agitation, la curiosité. Elles passent par des pavillons où des mentors célèbres tentent de les aider à obtenir leur dernier badge, celui qui leur permettra de vivre. Joe comprend vite qu'il peut peut-être utiliser ce système à son avantage. Puisqu'il est pris pour un mentor, il espère accompagner une âme jusqu'à la terre, récupérer son propre passage et revenir avant le concert. Le plan est typiquement celui de Joe. Il ne cherche pas à comprendre le monde où il vient d'arriver, il cherche le raccourci qui le ramènera à son objectif. Mais l'âme qui lui est attribuée ne ressemble à aucune élève docile. Elle porte le numéro 22, elle existe depuis très longtemps, et elle a déjà épuisé des mentors prestigieux. Tous ont échoué à lui donner envie de vivre. 22 est drôle parce qu'elle refuse le langage sérieux des adultes. Là où les autres âmes parlent de vocation, de caractère, de potentiel, elle répond par l'ironie. Elle a été guidée, entre autres, par des figures historiques et artistiques, et elle ne garde de ses rencontres qu'une certitude. La Terre ne l'intéresse pas. Les humains sont compliqués, bruyants, fragiles, obsédés par des choses qu'ils perdent. Pourquoi quitter un endroit paisible pour devoir respirer, payer des factures, tomber malade et se demander toute sa vie si l'on fait assez bien ? Sa question semble comique, mais elle attaque directement le rêve de Joe. Lui veut retourner sur Terre à tout prix. Elle ne veut pas y mettre les pieds. Entre eux s'ouvre un conflit qui ne concerne pas seulement deux personnages. Il oppose deux façons de mal comprendre l'existence. L'une la réduit à une grande réussite, l'autre la refuse parce qu'elle ne promet aucune perfection. Les conseillers Jerry, qui veillent sur le grand avant, regardent cette association avec une patience presque abstraite. Joe veut son laisser-passer. 22 veut s'en débarrasser.
Pourtant, le badge qui permet de partir ne se complète pas. Il manque à 22 cette fameuse étincelle que chacun croit devoir trouver. Joe pense pouvoir la lui révéler grâce à la musique. Après tout, le jazz l'a sauvé de l'ennui, l'a nourri, lui a donné une direction. Il est convaincu que s'il fait écouter à 22 ce qu'il ressent au piano, elle comprendra enfin. C'est une conviction sincère. C'est aussi le début de son erreur la plus profonde. Soul, réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, ne raconte donc pas seulement la course d'un homme pour récupérer son corps. Il commence déjà à déplacer sa question. Joe veut savoir comment revenir vivre sa grande soirée. Le film commence à lui demander ce qu'il entend par vivre. Et 22, qui croit n'avoir aucun désir, devient la seule personne capable de l'obliger à regarder cette question sans détour. Joe décide d'emmener 22 dans la zone, un espace étrange auquel il accède lorsqu'il se plonge dans son jeu. La zone n'est pas présentée comme un paradis réservé aux artistes. Elle ressemble à un territoire mental où l'on peut entrer en étant complètement absorbé par une activité. Jouer, dessiner, jardiner, réparer, calculer, courir, méditer. Certaines personnes y trouvent une forme de présence rare, d'autres s'y perdent. Pour l'instant, Joe ne voit que son utilité immédiate. Depuis cet endroit, il peut atteindre Moonwind, un ancien marin devenu mystique qui aide les âmes désorientées à retrouver leur chemin. Moonwind est l'un des personnages les plus surprenants du film. Il ne ressemble pas à un sage installé dans le silence. Il fait naviguer son petit bateau de fortune entre les pensées humaines, porté par le vent d'une pancarte publicitaire et la musique d'un monde qui ne s'arrête jamais. Son apparence est comique, mais sa fonction est sérieuse. Il recueille les personnes qui se sont tellement enfermées dans une obsession qu'elles ont oublié le reste d'elles-mêmes. Joe écoute à peine cet avertissement. Pour lui, être absorbé par le jazz n'a rien d'un problème. C'est ce qui le rend spécial. Pourtant, Moonwind donne déjà au film un mot important. Il existe une différence entre être inspiré et être captif. Joe s'installe au piano et joue pour 22. La séquence est belle parce que le film n'essaie pas de diminuer la puissance de la musique. Joe atteint un état où les images se dissolvent autour de lui. Il ne récite pas une théorie sur le jazz, il le vit avec une précision physique. Les accords montent, se frottent, retombent, puis ouvrent soudain un espace immense. 22 est emportée dans la zone avec lui. Elle découvre cet endroit où les humains cessent de jouer un rôle social, où leur attention se concentre jusqu'à devenir presque une lumière. Mais ce qu'elle observe ne lui donne pas automatiquement envie d'aller sur Terre. Elle voit surtout que Joe disparaît du monde lorsqu'il joue. Il semble heureux, oui, mais il semble aussi loin de tout le reste. Moonwind tente de les guider vers le bon passage. Le projet de Joe est simple, revenir dans son corps. Le résultat, lui, est beaucoup moins net. Lorsqu'il tombe à travers la frontière entre le Grand Avant et New York, Joe et 22 ne retrouvent pas leur place comme prévu. Joe ouvre les yeux dans le corps d'un chat de thérapie qui se trouvait près de lui à l'hôpital. 22, elle, ouvre les yeux dans le corps de Joe Gardner. C'est une situation de comédie, mais le film ne l'utilise pas seulement pour faire rire. Elle oblige Joe à regarder sa propre vie depuis l'extérieur, tandis que 22 est forcé de la toucher pour la première fois. Joe réagit avec impatience. Son corps est là, son concert est le soir même, et il ne peut même pas utiliser ses mains. Il parle à 22 à travers les miaulements du chat, tente de lui expliquer comment marcher, comment répondre, comment ne pas attirer l'attention. 22, elle, est terrifiée. Respirer est bizarre, les jambes sont trop longues, le bruit de la ville est agressif. Les gens regardent Joe et attendent de lui des réponses. Elle se retrouve au milieu d'un monde qu'elle rejetait en théorie, sans la moindre préparation réelle. Pourtant, chaque sensation arrive avec une force qui la désarme. Le trajet de l'hôpital vers le quartier de Joe devient alors une découverte très simple, presque enfantine. 22 remarque l'air. Elle remarque les feuilles qui tournent dans le vent. Elle remarque le goût d'une pizza, la chaleur d'un manteau, le poids de ses pas sur le trottoir. Joe voudrait aller plus vite. À ses yeux, tous ces détails sont des retards. Il ne comprend pas pourquoi 22 s'arrête devant une odeur ou un rayon de soleil alors qu'une audition réussie, un concert avec Dorothea Williams et toute sa carrière sont en jeu. Et c'est là que Soul commence à faire quelque chose de très subtil. Le film ne dit pas que Joe a tort d'aimer le jazz. Il montre que son amour devient pauvre lorsqu'il l'empêche d'entendre tout le reste.
En remontant vers son appartement, Joe et 22 doivent aussi passer par l'école. Curley a besoin de son professeur et la journée de Joe continue d'exiger de lui des choix ordinaires alors qu'il vit une urgence extraordinaire. 22 entre dans la salle de classe avec une manière de parler qui déconcerte immédiatement les élèves. Elle ne connaît pas les codes, elle ne sait pas faire semblant d'être un adulte sûr de lui. Quand elle s'adresse à Connie, une jeune tromboniste talentueuse qui pense abandonner le groupe, elle ne lui sert pas le discours attendu. Elle lui pose des questions directes, maladroites mais étrangement justes. Pourquoi arrêter si la musique compte encore pour toi? Pourquoi laisser les autres décider si tu as le droit d'essayer? Connie est précisément le genre de personnage que Joe n'avait pas vraiment vu. Il savait qu'elle jouait bien, mais il avait déjà classé son hésitation dans la catégorie des problèmes d'adolescente. 22, parce qu'elle n'a pas appris à filtrer les gens selon leur utilité. Écoute autrement. Elle ne promet pas à Connie une gloire future. Elle lui redonne simplement le droit de ressentir ce qu'elle joue. La scène rappelle aussi que Joe est un bon professeur, même s'il refuse de reconnaître cette part de lui-même. Sa salle de classe n'est pas un échec absolu. C'est un lieu où un mot, une écoute ou une exigence peuvent changer la trajectoire d'un jeune musicien. Joe ne le voit pas encore parce qu'il juge son travail selon la distance qui le sépare d'une scène professionnelle. Le temps presse, mais 22 découvre sans cesse des raisons d'être distraite. Une part de son étonnement vient du fait qu'elle n'avait jamais possédé de corps. Une autre vient du fait que Joe ne lui avait jamais décrit la Terre ainsi. Dans ses récits, la vie humaine était surtout un problème à résoudre, trouver sa vocation, gagner sa place, prouver son talent. Maintenant qu'elle la traverse, 22 découvre une ville faite de rencontres imparfaites. Un homme lui parle dans le métro. Une vendeuse réagit à une anecdote. Un coiffeur s'intéresse à des souvenirs qu'il n'avait jamais racontés. Toutes ces choses n'ont aucune valeur dans le plan de Joe, et pourtant elles sont les premières à faire naître chez 22 un désir réel. À l'appartement, Joe cherche désespérément une solution. Le chat, auquel il est désormais lié, complique chaque geste. 22 doit aussi gérer les appels de l'IBA, les demandes de l'école et le rendez-vous du soir. Pour Joe, cette confusion est un cauchemar logistique. Pour le spectateur, elle révèle combien Joe avait construit sa vie autour d'un seul récit. Il est le musicien qui n'a pas encore eu sa chance. Dès que quelqu'un lui parle d'autre chose, il entend une interruption. Même les personnes qui l'aiment deviennent des personnages secondaires dans l'histoire qu'il se raconte. Le film adopte ici un ton plus tendre que cruel. Joe n'est jamais puni pour avoir un rêve. Il est mis face à ce que son rêve lui a fait manquer. Le corps de 22 lui montre une version de sa journée qui n'obéit pas à ses priorités. Elle rit, pose des questions, goûte, se trompe, se laisse aider. Joe regarde avec exaspération cette personne qui profite de son corps à quelques heures du concert. Mais une part de lui, plus silencieuse, commence peut-être à reconnaître qu'il n'avait pas profité de ce corps depuis très longtemps. La quête va bientôt les conduire chez Dez, le coiffeur de Joe. Ce détour paraît banal. Il est pourtant l'un des verrous émotionnels de Soul. Joe veut seulement une coupe correcte pour pouvoir monter sur scène. 22 va y découvrir une vérité que Joe n'avait jamais demandé à entendre. Les gens autour de nous ont des vies complètes, même lorsqu'on les a réduits à leur fonction dans notre propre routine. Chez Dez, l'atmosphère change immédiatement. Le salon de coiffure de quartier est un lieu de bruit, de discussion, de plaisanterie et de confidence. Joe y vient depuis longtemps. Il connaît les fauteuils, les habitudes, la manière dont Dez coupe ses cheveux sans avoir besoin de grandes explications. Pourtant, il ne connaît presque rien de l'homme derrière les ciseaux. Dans l'esprit de Joe, Dez est le coiffeur. C'est suffisant. Il existe à l'endroit précis où Joe a besoin de lui et rien n'oblige Joe à aller plus loin. 22 ne comprend pas cette règle tacite. Elle voit Dez, elle lui parle, elle écoute ce qui l'anime. Peu à peu, Dez raconte qu'il avait autrefois envisagé de devenir vétérinaire. La vie l'a conduit ailleurs et il est devenu coiffeur. Joe est surpris, presque blessé par cette information. Comment peut-il venir ici depuis des années sans avoir jamais posé cette question? Dez, lui, ne raconte pas sa trajectoire comme une tragédie. Il ne prétend pas que chaque journée a été facile, ni qu'il a accompli exactement son premier projet. Mais il a trouvé une place où il est utile, où il voit les gens, où il crée une communauté et où son savoir-faire compte.
À travers lui, Soul fait entendre une idée délicate. Une vie peut prendre une forme imprévue sans devenir une vie ratée. Joe aurait sans doute rejeté cette idée quelques heures auparavant. Pour lui, renoncer à jouer dans un grand groupe serait une blessure impossible à accepter. Pourtant, Dez ne parle pas comme un homme résigné. Il est attentif à ses clients, il aime ce qu'il fait, il comprend les humeurs d'une pièce. Son métier n'est pas devenu un simple lot de consolation, il est devenu sa manière particulière d'habiter le monde. Ce détail ne répond pas à toutes les frustrations de Joe, mais il fissure sa certitude. Peut-être que le sens d'une existence ne se résume pas à la fidélité parfaite à un plan établi très tôt. Pendant que Dez travaille, 22 observe les conversations. Elle découvre que les adultes ne sont pas des silhouettes déjà finies. Ils ont des regrets, des ambitions abandonnées, des souvenirs drôles, des pertes et des petites fiertés qu'ils ne disent pas toujours. Ce salon est à l'opposé du grand avant, où les personnalités sont distribuées comme des éléments de départ. Sur Terre, les gens changent, ils se contredisent. Ils deviennent parfois plus grands que leur projet initial, parfois plus petits que leur propre peur. 22 ne sait pas encore comment appeler ce qu'elle ressent, mais pour la première fois son refus de la vie commence à perdre sa solidité. Joe, lui, pense toujours au concert, il vérifie l'heure. Il rappelle 22 à l'ordre, il la pousse à sortir. La tension entre eux augmente parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Joe veut récupérer son corps pour accomplir un rêve précis. 22 voudrait prolonger ces instants qui n'ont aucune justification spectaculaire. Elle aime la pizza, elle aime le métro, elle aime une conversation qui dérive. Elle aime même ce petit tourbillon de graines porté par le vent, une chose si légère que Joe n'aurait probablement jamais levé les yeux pour la voir. Dans le monde de Joe, ce n'est qu'un débris végétal. Dans celui de 22, c'est une apparition. Cette découverte mène les deux personnages chez Liba. Joe redoute cette visite parce qu'il sait ce qu'elle va dire. Il veut son ancien costume, celui qu'elle avait gardé de son père. Liba a toujours soutenu sa musique, mais elle a aussi été témoin de ses déceptions. À ses yeux, Joe se consume depuis trop longtemps pour un idéal qui se dérobe. Elle ne lui interdit pas de jouer. Elle veut seulement qu'il cesse de sacrifier sa sécurité, ses liens et sa tranquillité à une promesse qui pourrait encore le laisser vide. Joe, enfermé dans le corps du chat, ne peut pas défendre son point de vue. Il doit regarder 22 prendre sa place dans cette conversation. 22 n'a pas les mots de Joe. Elle n'a pas son histoire, ni ses réflexes, ni la fatigue accumulée par les années. Alors elle écoute Liba sans préparer immédiatement une réponse. Ce simple changement transforme la scène. Liba ne se révèle pas comme une mère qui méprise l'art. Elle révèle qu'elle a fabriqué, réparé et conservé le costume de son mari pour une raison affective. Elle a protégé les rêves de Joe à sa façon, sans savoir comment parler leur langue. 22 sent cette affection. Elle ne cherche pas à gagner une dispute. Elle reconnaît qu'il y a de l'amour derrière la prudence de Liba. Lorsque Liba accepte finalement de donner le costume, le geste a une douceur immense. Joe obtient ce qu'il voulait, mais pas par la victoire qu'il imaginait. Il assiste à une réconciliation qu'il n'aurait peut-être jamais provoquée lui-même. Sa mère voit en 22 une ouverture qu'elle ne retrouvait plus chez son fils. Et Joe comprend, sans encore se l'avouer, que son obsession avait installé une distance dans cette relation. Il avait transformé chaque conseil de Liba en attaque contre son identité, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'une autre façon de vivre puisse avoir de la valeur. La journée continue, mais les règles du grand avant rattrapent bientôt les deux voyageurs. Terry, le comptable chargé de vérifier que chaque âme se trouve à sa place, détecte l'erreur. Son système indique que Joe Gardner manque dans le grand après. Pour Terry, il ne s'agit pas d'un drame moral. C'est une anomalie de registre. Son rôle apporte une énergie comique au récit, tout en rappelant que Joe ne pourra pas éviter éternellement les conséquences de sa fuite. À chaque minute, le concert se rapproche et la possibilité de rester sur Terre se referme. 22, de son côté, a accumulé des expériences que Joe avait toujours considérées comme accessoires. Elle parle avec un homme dans le métro, sourit à des inconnus, regarde une feuille tomber, mange une part de pizza avec une attention totale. Rien de tout cela ne constitue une vocation. Rien ne peut être inscrit sur un badge comme une réponse définitive. Mais ce sont précisément ces choses qui font naître en elle une impulsion nouvelle. Elle ne veut plus simplement éviter la Terre.
Elle voudrait y retourner. Elle voudrait avoir une chance de ressentir encore ce qu'elle vient de découvrir. Joe ne l'entend pas. Il lui rappelle que le badge est le sien, que son temps est compté, que son concert est unique. Il a raison sur un point, il a perdu sa place et il risque de mourir définitivement. Mais il refuse de voir qu'il parle à une âme qui vient tout juste de choisir la vie. Son empressement devient presque cruel. Dans sa logique, le désir de 22 ne peut pas peser autant que le sien, parce que son désir à lui est ancien, travaillé, sacralisé par des années de frustration. Soul met alors le spectateur dans une position inconfortable. On comprend Joe, on veut qu'il ait cette soirée. Mais on voit aussi qu'il traite 22 comme un moyen de récupérer ce qui lui appartient. Le moment arrive où les deux doivent revenir vers l'hôpital. Joe pense pouvoir reprendre son corps. 22 hésite, puis accepte de suivre le plan. L'intervention de Moonwind permet de libérer Joe du Cha et de remettre les deux âmes dans l'espace entre les mondes. Mais avant que Joe puisse tout contrôler, le badge de 22 se complète. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait, non pas une mission spectaculaire, mais une disposition à vivre. Dans l'euphorie et la confusion, elle est envoyée vers la Terre. Joe, lui, se retrouve à nouveau face au grand après. Il croit d'abord que le film a résolu son problème. Il est prêt à argumenter, à protester, à réclamer sa récompense. Pourtant, il vient d'être témoin de quelque chose qui le dépasse. 22 ne voulait rien de la Terre. Joe y tenait comme à une ligne de sortie. Et c'est 22 qui a compris, grâce à une pizza, un salon de coiffure, un costume et quelques graines dans le vent, que l'existence pouvait avoir une valeur avant même d'être productive. Joe reste encore incapable de formuler cette leçon. Sa jalousie prend le dessus. Il pense que 22 lui a pris son passage, son corps, peut-être même la chance qu'il méritait. Les conseillères Jerry constatent pourtant que Joe a accompli quelque chose d'inattendu. Il a aidé 22 à trouver son étincelle. Il lui accorde une nouvelle possibilité de retourner sur Terre. C'est le cadeau qu'il voulait depuis le début. Joe récupère son corps, son costume, son concert et sa soirée. En théorie, il ne manque plus rien. Le récit aurait pu s'arrêter là et transformer son voyage en simple épreuve avant la victoire. Soul choisit au contraire d'ouvrir la partie la plus importante de son histoire. Obtenir ce que l'on désirait ne garantit pas que l'on saura enfin être heureux. Joe arrive au club de Dorothea Williams avec la nervosité d'un homme qui revient d'entre les morts, ce qui est littéralement son cas. Dorothea et les musiciens sont prêts. Personne ne connaît l'ampleur de ce qu'il vient de traverser. Pour eux, Joe est simplement le pianiste qui doit tenir son rôle dans le groupe. Le concert commence. Les lumières baissent. Le public écoute. Et Joe entre à nouveau dans la musique. Cette fois, sa performance est magnifique, mais le film la filme autrement que l'audition. Lorsqu'il jouait devant Dorothea, Joe avait l'impression de toucher enfin l'objectif de toute sa vie. Maintenant qu'il est sur scène, il se donne totalement au morceau, puis il attend presque qu'un éclair lui confirme que tout a changé. Il joue avec maîtrise, il entend les autres musiciens, il vit le moment. Pourtant, lorsque le concert se termine et que les applaudissements tombent, une question s'installe dans son regard. Est-ce donc cela ? Était-ce la grande réponse ? Dorothea, avec son calme habituel, lui raconte une petite histoire sur un poisson qui cherche l'océan. Le poisson demande à un autre où se trouve l'océan, parce qu'il ne voit autour de lui que de l'eau. La réponse est simple, l'océan est déjà là. Joe comprend alors que son problème n'était pas l'absence de scène, ni l'absence de talent, ni même l'absence de chance. Il vivait dans sa propre vie comme le poisson dans l'océan, sans la reconnaître. Il attendait une grandeur exceptionnelle pour donner une valeur à tout ce qui était déjà présent. La scène ne veut pas dire que le concert est insignifiant. Il a une importance réelle. Joe a travaillé pour ce moment, il a joué devant un public, il a gagné le respect de Dorothea. Mais ce succès ne peut pas porter à lui seul le poids de toute une existence. Si Joe lui demande d'être son unique raison de vivre, le concert devient trop petit, même dans sa beauté. C'est une idée que Soul aborde sans mépriser l'ambition. Le problème n'est pas de vouloir créer, jouer ou réussir. Le problème est de croire qu'une seule réussite nous autorisera enfin à exister. Joe rentre chez lui dans un silence nouveau. Les rues sont les mêmes que le matin. Les trottoirs sont toujours encombrés, les passants toujours pressés, les immeubles toujours hauts. Mais sa perception a changé. Dans sa poche, il retrouve les petits objets que 22 avait recueillis pendant sa journée. Une part de baguette,
un fil, une feuille, une pizza et surtout ces graines tournoyantes qu'elle regardait avec émerveillement. Ces objets n'ont pas de prestige. Ils ne prouvent rien. Pourtant, Joe les aligne au piano et commence à jouer. La musique qui naît alors n'est pas un numéro destiné à impressionner quelqu'un. Elle rassemble ce qu'il a vu sans le voir, sa mère, Daisy, Connie, les regards des inconnus, la lumière, le vent, la rue. Le jazz cesse d'être uniquement le sommet qu'il veut atteindre. Il devient une façon de retenir, de comprendre et de partager ce qui a déjà traversé sa journée. Cette différence est immense. Joe ne joue plus pour mériter la vie. Il joue parce qu'il est vivant. Mais cette révélation est immédiatement troublée par l'absence de 22. Joe comprend que son propre retour sur Terre a eu un prix. Il s'est battu pour récupérer son corps avec une telle force qu'il n'a pas écouté la peur de 22. L'âme qui venait de découvrir la joie d'exister a été envoyée dans le monde avec le sentiment de ne pas être prête, puis avec la certitude qu'elle avait volé quelque chose à Joe. Ses anciennes insécurités trouvent alors un terrain parfait. Elle se persuade qu'elle n'a aucune place parmi les humains, aucune étincelle valable, aucune raison de naître. Joe retourne dans la zone pour la chercher. Cette décision est l'acte qui prouve le plus clairement son changement. Au début du film, il utilisait tous les passages entre les mondes pour revenir vers lui-même. Cette fois, il y entre pour quelqu'un d'autre. Il ne cherche plus un raccourci vers son concert, ni une validation, ni une exception aux règles. Il cherche 22 parce qu'il sait qu'il l'a blessée et parce qu'il commence à mesurer ce qu'elle lui a appris. Moonwind l'aide à traverser l'espace où errent les âmes perdues. Ces êtres ne sont pas perdus parce qu'ils sont mauvais. Ils sont engloutis par une idée, une peur, une humiliation ou un désir devenu total. Ils tournent autour d'un objet, d'une phrase, d'un manque, incapables d'entendre ce qui les entoure. L'image est forte parce qu'elle s'applique à Joe depuis le début. Il pensait être passionné. Il découvre qu'il pouvait être devenu une âme perdue sans le savoir, enfermé dans le besoin de devenir musicien à plein temps. Le film ne condamne pas la passion. Il montre le moment où elle cesse d'ouvrir une personne et commence à la refermer. 22 apparaît sous cette forme gigantesque et inquiète. Les voix de ses anciens mentors, de Joe, de ses propres pensées se mélangent autour d'elle. Elle entend qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle n'a pas de but, qu'elle ne mérite pas la terre. Joe pourrait tenter de la convaincre avec de grands principes. Il pourrait lui dire que chacun a une mission, que tout ira bien, que les conseillers Jerry ont décidé qu'elle devait naître. Mais après ce qu'il vient de comprendre, il choisit une autre voie. Il ne lui offre pas une réponse absolue. Il lui rend les petits fragments de la journée qu'elle avait aimée. Joe rappelle la pizza, la feuille, le fil, la voix de Daisy, le vent, les pas, les gens rencontrés par hasard. Ces objets sont modestes précisément parce qu'ils ne cherchent pas à être la réponse à tout. Ils ne prouvent pas que la terre sera facile. Ils ne garantissent ni réussite, ni amour, ni sécurité. Ils disent seulement qu'il est possible d'être touché par le monde. Pour 22, cela suffit à fissurer la prison mentale. Elle se souvient qu'elle a voulu revenir. Elle se souvient de l'instant où une graine a dansé dans l'air. Elle se souvient qu'elle avait ri. Joe doit alors formuler ce qui lui avait échappé jusque-là. L'étincelle n'est pas une vocation. Elle n'est pas un métier, un talent ou une fonction. Elle n'est pas la grande chose qu'une personne est censée accomplir pour justifier sa naissance. L'étincelle est ce qui donne à une âme l'élan d'entrer dans la vie. Cette distinction paraît simple une fois qu'elle est énoncée, mais elle transforme tout le film. Joe avait pris le jazz pour sa raison d'être. Il découvre que le jazz est une des expressions les plus profondes de son être, pas le permis qui lui donne droit d'exister. Avec cette compréhension, Joe parvient à libérer 22. Ils reviennent dans le grand avant et l'heure du départ approche. Le moment est doux amer. Joe pourrait vouloir garder 22 auprès de lui. Il pourrait chercher à réparer sa culpabilité en restant près d'elle ou exiger une certitude sur ce qu'elle deviendra. Il ne le fait pas. Il accepte qu'elle parte vers une vie dont il ne connaîtra pas l'histoire. C'est une forme de générosité plus difficile que celle des grands gestes. Aider quelqu'un à vivre, c'est aussi accepter de ne pas être le personnage principal de sa vie. Les conseillers de Jerry demandent ensuite à Joe ce qu'il compte faire de son second retour sur Terre. La question est volontairement ouverte. Le film ne lui donne pas une liste de résolutions.
Joe ne promet pas de quitter son emploi, de devenir une vedette, de se marier, de parcourir le monde ou de se transformer en sage parfait. Il répond seulement qu'il va vivre chaque minute. La phrase pourrait paraître banale, mais elle a gagné son poids. Joe sait maintenant que vivre chaque minute ne veut pas dire la remplir d'événements extraordinaires. Cela veut dire être disponible à ce qui arrive, y compris quand cela ne confirme pas le récit que l'on avait préparé. La fin de Soul laisse donc Joe devant une ville très concrète. Il a encore un appartement, une mère, des élèves, des collègues, un groupe avec lequel il peut jouer. Il a aussi des choix difficiles à faire. Le film ne prétend pas que sa nouvelle lucidité efface les contraintes économiques ou les regrets passés. Ce serait une leçon trop facile. Il suggère plutôt que Joe pourra regarder ses contraintes sans les confondre avec la totalité de son identité. Il pourra aimer le jazz sans demander au jazz de réparer toutes ses blessures. Il pourra enseigner sans considérer automatiquement l'enseignement comme une défaite. Il pourra répondre à sa mère autrement que par la défense. Il pourra écouter Daisy, Connie et les inconnus sans les réduire à ce qu'ils lui apportent. Cette fin explique pourquoi Soul touche souvent des spectateurs qui ne se reconnaissent pas forcément dans Joe en tant que musicien. Son angoisse est plus large. Beaucoup de personnes vivent avec une version du même contrat intérieur. Lorsque j'aurai ce poste, lorsque j'aurai fini ce projet, lorsque je serai reconnu, lorsque j'aurai gagné assez, alors ma vie commencera. Ce contrat donne parfois de l'énergie. Il peut aussi voler le présent en promettant un futur qui doit constamment se décaler. Soul ne nous demande pas d'abandonner nos projets. Il nous demande de cesser de leur demander la permission de respirer. Le choix du jazz est particulièrement juste pour porter cette idée. Le jazz est souvent associé à l'improvisation, mais l'improvisation ne signifie pas faire n'importe quoi. Elle demande une écoute profonde, une technique, un rapport au temps et surtout une capacité à répondre à ce que les autres proposent. Un musicien ne contrôle pas tous les gestes du groupe. Il entre dans une conversation musicale où il doit accepter l'inattendu. Joe aime cette liberté quand il joue, mais il avait du mal à l'accepter dans sa propre vie. Il voulait une ligne claire, travailler, être choisi, monter sur scène, devenir enfin lui-même. Le film lui apprend que l'existence ressemble davantage à un morceau partagé qu'à une audition à réussir. La performance de Jamie Foxx donne à Joe cette tension entre fatigue et enthousiasme. Sa voix peut faire entendre l'impatience d'un homme qui se sent arriver trop tard, puis l'émerveillement d'un enfant lorsqu'il touche enfin à ce qu'il aime. Face à lui, Tina Fey prête à 22 une énergie abrasive et défensive qui évite au personnage de devenir une simple mascotte optimiste. 22 n'est pas naïve au début. Elle est cynique, méfiante, parfois égoïste. Son chemin vers la Terre ne passe pas par une illumination propre et parfaite. Il passe par des sensations embarrassantes, des erreurs, des découvertes imprévues. C'est ce qui la rend attachante. Dorothea Williams, interprétée par Angela Bassett, occupe peu de scènes, mais possède un poids énorme. Elle n'est jamais réduite à la musicienne célèbre qui doit valider Joe. Son regard est exigeant. Elle sait reconnaître une bonne interprétation, mais elle connaît aussi le piège de l'objectif atteint. Son anecdote finale ne vient pas d'une personne qui mépriserait la réussite. Elle vient de quelqu'un qui a probablement vu beaucoup de musiciens croire qu'une scène, un contrat ou une reconnaissance suffirait à résoudre leur manque. Dorothea sait que le jeu peut être magnifique et que, malgré cela, il ne remplacera pas une vie entière. Liba apporte une autre correction au regard de Joe. Dans de nombreux récits, le parent prudent sert de frein au héros artiste. Soul donne à cette figure une vraie épaisseur. Liba n'est pas simplement une voix qui dit non. Elle représente l'expérience de celles et ceux qui ont dû maintenir une famille debout quand les rêves ne payaient pas toujours les factures. Son amour est parfois maladroit, mais il est visible dans ce qu'elle conserve, dans ce qu'elle fabrique, dans ce qu'elle craint de perdre. Lorsque Joe découvre sa vulnérabilité, il ne renonce pas à sa passion. Il cesse seulement de croire que l'amour de sa mère était l'ennemi de cette passion. Connie, Curley et les élèves sont eux aussi plus importants qu'ils ne paraissent. Il rappelle que le sens peut circuler entre les générations sans prendre la forme d'un exploit. Joe pense que sa présence à l'école le maintient loin de sa vraie voix. Pourtant, il a influencé Curley, et même lorsqu'il ne le voit pas, son rapport exigeant à la musique a créé un espace où Connie peut se demander ce qu'elle veut vraiment.
Le film n'affirme jamais que l'enseignement devrait remplacer la carrière de Jo. Il montre que l'effet d'une personne sur le monde dépasse parfois la seule histoire qu'elle raconte sur elle-même. Cette attention aux personnages secondaires donne à New York une fonction presque morale. La ville n'est pas seulement un décor réaliste où Jo court vers son audition. Elle est remplie de vie qui échappe à son regard. Le métro, le salon de coiffure, la rue, le magasin, l'école. Chaque lieu pourrait être traversé en vitesse par quelqu'un qui ne pense qu'à son futur. 22 les regarde comme si tout était nouveau, parce que tout est littéralement nouveau pour elle. Son regard rend à Jo et aux spectateurs l'étrangeté de choses devenues invisibles à force d'habitude. Le film est sorti en 2020, à un moment où le public mondial connaissait déjà très concrètement la fragilité des plans établis. Sans dépendre de ce contexte pour fonctionner, Soul a résonné avec une force particulière. Il parle d'un homme persuadé que sa vie doit attendre la prochaine étape, puis obligé de constater qu'un événement imprévisible peut tout interrompre. Sa réponse n'est ni cynique ni naïvement joyeuse. Elle ne dit pas que chaque jour sera heureux. Elle dit que le fait même de sentir, d'écouter, de goûter, de parler, de marcher et de rater peut mériter une attention que l'on reporte trop souvent. La sortie du film a également marqué Pixar par le choix d'un héros noir adulte, Joe Gardner. Ce choix ne se limite pas à une information de casting ou de représentation. Il donne une texture très précise à son univers. Le salon de Liba, la communauté du quartier, le rapport à la musique, les discussions familiales, les attentes liées au travail et à la stabilité. Le film ne prétend pas résumer une expérience unique, mais il ancre Joe dans un environnement social et culturel concret. Kem Powers a apporté son regard de dramaturge et de scénariste à ce monde, tandis que la musique et l'atmosphère new-yorkaise empêchent le récit de devenir une abstraction détachée des gens. Soul a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation et celui de la meilleure musique de film. Ces récompenses ne sont pas nécessaires pour ressentir sa force, mais elles disent quelque chose de la manière dont le film a été reçu. Il a été salué pour son ambition visuelle, son approche de thèmes existentiels et son usage de la musique. La bande originale associe les compositions de Jon Batiste, qui donne à Joe son langage de jazz, aux textures plus contemplatives de Trent Reznor et Atticus Ross pour les mondes spirituels. Cette séparation musicale est particulièrement intelligente. La terre n'est pas réduite au réalisme, le grand avant n'est pas réduit au merveilleux. Chaque espace possède une matière sonore qui explique ce que Joe y cherche. Le jazz de Jon Batiste ne sert pas seulement à prouver que Joe est crédible comme pianiste. Il donne à son désir une pulsation. On entend dans ces morceaux le plaisir de la relance, du rythme qui se déplace, de la note tenue puis libérée. À l'inverse, les musiques du grand avant créent une sensation de flottement, presque d'apesanteur. Joe passe son temps entre ces deux sons, le monde des formes et des objectifs, puis le monde de l'avant-naissance où l'on cherche à définir ce qu'est une personne. Quand il revient enfin chez lui et joue avec les objets de 22 devant lui, les deux dimensions se rejoignent. La musique devient une mémoire du monde réel, pas une sortie hors du monde. Visuellement, Soul se permet aussi une distinction audacieuse. New York est détaillé, dense, parfois rude, avec ses trottoirs, ses immeubles, ses intérieurs et ses visages. Le grand avant, lui, simplifie les formes. Les conseillers Jerry sont presque des lignes vivantes, des figures qui semblent trop vastes pour être enfermées dans une silhouette humaine. Ce contraste évite une représentation trop conventionnelle de l'au-delà. Le film ne cherche pas à expliquer la mort par une religion précise ou par un système rigide. Il construit un langage visuel assez ouvert pour parler de naissance, de personnalité et de peur sans imposer une doctrine. Cette prudence compte car Soul aborde la mort dès ses premières minutes. Joe tombe au moment où il croit toucher son but. Le film pourrait rendre cette idée terrifiante ou froide. Il préfère la traiter avec une mélancolie accessible. Le grand après n'est pas un tribunal, Terry n'est pas un démon, et les âmes ne sont pas punies pour avoir voulu rester. La mort est présentée comme une frontière que Joe refuse parce qu'il se sent inachevé. Cette approche permet au récit de parler de la finitude sans faire de la mort un simple mécanisme de suspense. Si Joe veut revenir, ce n'est pas parce qu'il doit vaincre un méchant, c'est parce qu'il doit comprendre ce qu'il avait laissé hors champ dans sa propre vie. 22 complète cette réflexion en apportant le contraire de Joe. Elle n'a pas peur de mourir puisqu'elle n'est pas encore née.
elle a peur de commencer. Sa peur est aussi très reconnaissable. Certaines personnes ne renoncent pas à leurs rêves parce qu'elles pensent qu'ils sont impossibles. Elles renoncent avant même de commencer parce que la possibilité d'échouer ou de ne pas trouver une raison parfaite semble insupportable. 22 veut une garantie avant de vivre. Joe voulait une récompense avant de se sentir vivant. Tous deux exigent de l'existence une certitude qu'elle ne peut pas donner. La grande réussite de Soul consiste à ne jamais résoudre cette incertitude avec une formule décorative. Quand 22 trouve son badge, le film aurait pu annoncer qu'elle a découvert son talent caché, qu'elle était née pour faire de la musique ou qu'elle avait enfin identifié sa mission. Cette révélation aurait été rassurante, mais elle aurait trahi tout ce qui précédait. 22 n'est pas touchée par la Terre parce qu'elle devient soudain extraordinaire. Elle est touchée parce qu'elle découvre qu'un monde imparfait peut être désirable. Son badge ne lui donne pas une profession. Il lui donne le mouvement initial, la curiosité minimale mais décisive qui permet de dire oui à une existence sans mode d'emploi. Cette idée explique aussi le titre. Dans Soul, l'âme n'est pas un objet mystérieux qui contient une réponse secrète. Elle est ce qui cherche, ce qui se ferme, ce qui s'émerveille et ce qui s'égare. Le film joue avec une vision presque administrative de l'âme au grand avant, où les traits de caractère sont distribués et les mentors sont assignés. Puis il dépasse progressivement ce cadre. Une personnalité ne suffit pas à raconter une vie. On peut avoir de l'énergie, de la prudence, de l'humour ou de la sensibilité et rester pourtant incapable d'habiter ses propres journées. À l'inverse, on peut commencer sans avoir trouvé de grande destination et apprendre lentement à répondre au monde. Les conseillers Jerry participent à cette ambiguïté. Ils semblent savoir beaucoup de choses, mais leur connaissance a des limites. Ils comprennent les règles, les passages, les badges, les erreurs de comptabilité de Terry. Ils ne peuvent pas donner à 22 le désir de vivre. Ils ne peuvent pas fabriquer l'étincelle à sa place. Cette limite est importante. Même dans un univers où l'avant et l'après de la vie sont organisés, la relation au vivant garde une part imprévisible. Personne ne peut remettre à quelqu'un une raison parfaite d'être là. On peut accompagner, écouter, montrer, mais il faut encore que l'autre rencontre quelque chose qui lui parle. Joe fait longtemps l'erreur opposée. Il veut donner à 22 une réponse qu'il croit déjà posséder. Sa générosité est réelle, mais elle est traversée par son narcissisme. Il n'écoute pas ce qui pourrait toucher 22. Il lui présente ce qui l'a touché lui. Beaucoup de relations fonctionnent ainsi. Nous pensons aider quelqu'un en lui indiquant notre propre chemin, sans voir que son besoin n'est peut-être pas de devenir notre version de lui-même. Joe découvre que son jazz est précieux parce qu'il est le sien. Il peut l'offrir, le partager, en témoigner. Il ne peut pas exiger qu'il devienne la solution universelle de 22. Cette correction de Joe est rendue possible par le corps qu'il perd. Le passage dans le chat pourrait être une simple parenthèse burlesque. Il devient une expérience d'humilité. Joe ne peut plus commander les choses comme avant. Il n'a plus ses mains, sa voix, son visage ni son statut. Il doit dépendre de 22, celle qu'il traitait jusque-là comme une difficulté à gérer. En observant sa propre vie depuis le sol, depuis un sac, depuis les recoins de l'hôpital ou de la rue, il découvre une distance salutaire. Son corps n'est plus l'outil qui doit le conduire sur scène. Il redevient une présence vulnérable parmi d'autres présences. Le chat possède également une fonction plus douce. Il rappelle que Joe est si focalisé sur son avenir qu'il ne regarde plus les êtres à côté de lui, même lorsqu'ils sont littéralement dans la même pièce. Le petit animal existe dans son monde sans que Joe lui ait accordé beaucoup d'attention. Quand Joe s'y retrouve enfermé, il ressent enfin la dépendance, la confusion, la nécessité de faire confiance. Soul ne transforme pas cette expérience en leçon lourde. Elle passe par le ridicule, par les miaulements et les maladresses, ce qui permet au film de rester vivant même lorsqu'il s'approche de sujets sérieux. L'humour est d'ailleurs une part essentielle de son équilibre. Une histoire sur la mort, la vocation et l'identité pourraient facilement devenir solennelles. Soul préfère laisser les personnages se cogner à leurs propres absurdités. Terry est obsédé par ses chiffres. Les Jerry ont une politesse bizarrement indifférente aux paniques humaines. Moonwind parle de pratiques spirituelles tout en traversant des panneaux publicitaires. 22 se moque de presque tout, y compris des modèles célèbres qui ont tenté de la guider.
Cet humour n'efface pas la gravité. Il la rend supportable parce qu'il rappelle que l'existence contient aussi du décalage, des malentendus et des situations impossibles à vivre avec une dignité parfaite. Le personnage de Terry mérite une attention particulière. Dans un autre film, l'employée chargée de ramener une âme fugitive serait construite comme un antagoniste menaçant. Ici, elle est surtout dérangée par un problème comptable. Son indignation est précise, professionnelle, presque enfantine. Elle veut que les chiffres correspondent. Ce choix évite de moraliser la fuite de Joe. Joe n'est pas poursuivi parce qu'il a commis un péché spectaculaire. Il a créé une anomalie dans un système. La menace existe, mais elle est décalée. Le film garde ainsi sa liberté pour s'intéresser à une question plus intime. Pourquoi Joe pense-t-il qu'il a besoin d'une exception ? Moonwind apporte l'autre versant de cette vision. Il sait que les humains peuvent se perdre dans leur fixation. Son travail est de les ramener à eux-mêmes, non pas de leur enlever toute ambition. Dans la zone, on voit que la concentration peut être magnifique. Joe s'y abandonne au piano et atteint une forme de clarté rare. Mais le même état peut devenir une cage lorsque la personne ne parvient plus à revenir vers le monde. Soul refuse donc une opposition simpliste entre passion et équilibre. Il ne dit pas « cessez d'aimer intensément ». Il demande « votre passion vous relie-t-elle davantage au réel ou vous donne-t-elle une excuse pour ne plus voir le réel ?» Cette question rend la fin moins confortable qu'elle en a l'air. Joe décide de vivre chaque minute, mais cette décision ne le protège pas de ses vieux réflexes. Il devra toujours sentir l'appel de la réussite, la comparaison avec les autres musiciens, l'inquiétude devant l'avenir professionnel. Sa prise de conscience n'est pas un diplôme qui le transforme à jamais. C'est une orientation, une manière de revenir à lui-même quand il se perd. Le film laisse cette fragilité intacte, et c'est plus honnête. Les grands changements personnels se mesurent rarement dans une seule déclaration. Ils se mesurent dans ce que l'on remarque demain, puis la semaine suivante, dans la façon dont on répond à quelqu'un, dans le moment où l'on accepte de s'arrêter au lieu de courir vers une autre preuve. Le rapport de Joe à son âge ajoute une autre couche au récit. Il ne se pense pas comme quelqu'un qui commence. Il se pense comme quelqu'un qui a attendu trop longtemps. Cette sensation peut devenir une prison très puissante. Plus on croit avoir perdu du temps, plus on imagine qu'un seul accomplissement doit rattraper toutes les années passées. Joe charge alors son concert d'une mission impossible. Réparer son passé, justifier ses sacrifices, apaiser sa mère, démontrer qu'il avait raison de refuser le poste stable, prouver qu'il n'est pas passé à côté de sa vie. Aucun concert ne peut accomplir tout cela. Même une soirée parfaite ne peut pas effacer à elle seule une histoire entière. Dorothea voit cette vérité parce qu'elle vit déjà du côté du rêve réalisé. Elle n'a pas besoin de rendre la musique moins belle pour être lucide. Au contraire, sa lucidité vient peut-être de la beauté répétée des soirs de concert. Elle sait que les applaudissements finissent, que le club ferme, que le musicien rentre chez lui avec lui-même. Son anecdote sur le poisson ne détruit pas l'ambition de Joe. Elle lui enlève le poids démesuré qu'il lui donnait. Le moment important n'est pas que Joe ait enfin joué avec Dorothea. Le moment important est qu'il puisse ensuite quitter la salle sans penser que tout est désormais terminé ou, pire, que tout reste vide. Soul parle ainsi de réussite avec plus de finesse que beaucoup de récits de dépassement de soi. Habituellement, le héros doit croire plus fort, travailler plus dur, refuser les compromis et obtenir enfin la scène qu'on lui avait refusée. Joe accomplit effectivement une partie de ce parcours. Il a du talent, il prend un risque, il est choisi. Mais le film déplace la victoire après le triomphe, là où les histoires s'arrêtent souvent. Que se passe-t-il quand l'objectif arrive ? Qui êtes-vous quand l'instant de reconnaissance est passé ? Cette deuxième question est moins spectaculaire, mais elle est peut-être celle qui protège le mieux une personne contre la déception. Il serait pourtant faux de lire Soul comme un film hostile au rêve. Joe ne doit pas arrêter le piano pour devenir sage. Il n'a pas à renier la musique pour apprécier une feuille dans le vent. La dernière image que le film laisse dans l'esprit du spectateur est celle d'un homme qui peut faire les deux. Il peut jouer intensément et revenir ensuite vers sa mère. Il peut enseigner et chercher des concerts. Il peut vouloir mieux sans mépriser ce qu'il possède. Cette coexistence est le vrai changement. Soul ne propose pas de réduire l'ambition, il propose d'agrandir la vie autour d'elle.
Le travail d'animation sert cette nuance dans chaque monde. New York est pleine de matière. Les objets ont du poids, les visages ont des plis, les vitrines reflètent des lumières, les vêtements gardent une texture. L'équipe de Pixar a choisi une ville reconnaissable sans la transformer en carte postale. Les quartiers ne sont pas idéalisés. Les gens se croisent, parlent vite, prennent le métro, travaillent dans des endroits étroits. Cette densité donne une valeur particulière au regard de 22. Elle n'admire pas une version luxueuse de la Terre. Elle s'émerveille de sa banalité concrète. Le grand avant offre le contre-champ. Ces espaces semblent flottants, ouverts, presque sans gravité. Les âmes y ont une forme simple qui permet de lire facilement leurs émotions. Les pavillons de personnalité réduisent des traits humains à des expériences amusantes, mais cette simplification est volontaire. Elle prépare le moment où le film montrera tout ce qui ne peut pas être distribué dans un pavillon. La manière dont une pizza brûle légèrement les lèvres, la douceur d'une conversation, la fatigue dans la voix d'une mère, le souvenir attaché à un vêtement. Le grand avant peut organiser des tendances. Il ne peut pas reproduire le désordre vivant du monde. Le grand après, enfin, reste mystérieux. Soul ne cherche pas à rassurer le spectateur avec une carte complète de l'au-delà. Joe y passe assez de temps pour comprendre qu'il ne contrôle pas tout, puis il fuit. Cette retenue est intelligente. Le film parle davantage de notre rapport à la vie que de ce qui viendrait après. La mort est le choc qui force Joe à regarder son existence, pas une énigme que le scénario doit résoudre. En laissant cette frontière ouverte, Soul évite de réduire ses questions à une cosmologie précise et peut garder son message accessible à des spectateurs très différents. Il y a aussi dans Soul une réflexion discrète sur la manière dont les adultes parlent aux plus jeunes. Les mentors du grand avant veulent aider 22, mais ils arrivent presque tous avec une réponse déjà prête. Ils supposent qu'une âme doit être motivée par une grande cause, un talent rare ou un trait de caractère admirable. Les élèves de Joe vivent une pression comparable, à une échelle plus terrestre. Connie pense qu'elle doit décider très tôt si elle est assez bonne. Curley veut faire de la musique, mais il doit déjà prouver sa capacité à tenir une place dans un groupe. Même Joe a gardé de son propre parcours une vision très dure de la vocation. Sans appel irrépressible, la vie serait incomplète. Le film propose une vision moins brutale de l'identité. On n'a pas besoin de découvrir immédiatement la chose unique qui nous définit. Certaines personnes aiment plusieurs activités. D'autres changent d'avis. D'autres traversent des années où elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent. Cette période peut être angoissante, mais elle n'est pas nécessairement vide. 22 ne devient pas intéressante parce qu'elle se choisit enfin un domaine. Elle devient prête à vivre parce qu'elle accepte de ne pas savoir exactement ce que la vie lui demandera. C'est un message rare dans une culture qui pousse souvent chacun à transformer chaque intérêt en projet, chaque compétence en carrière, chaque passion en marque personnelle. Joe a déjà fait cette transformation. Il n'écoute pas le jazz seulement par plaisir. Il en a fait le critère qui juge tout le reste. Le danger n'est pas la musique. Il apparaît lorsque toute expérience doit prouver qu'elle sert ou non sa carrière. Un repas avec sa mère devient une perte de temps. Une classe devient une salle d'attente. Une conversation chez le coiffeur devient une interruption. L'ironie est que Joe aimerait le jazz pour sa liberté, mais il organise sa vie avec une rigidité absolue. Il cherche l'improvisation sur scène et refuse l'imprévu hors de la scène. 22 révèle cette rigidité parce qu'elle n'a aucun respect pour ses hiérarchies. Elle ne sait pas qu'une part de pizza devrait être moins importante qu'une audition. Elle ne sait pas qu'un costume familial ne doit servir qu'à paraître présentable. Elle ne sait pas qu'un coiffeur doit rester un coiffeur dans le récit d'un autre homme. Elle regarde tout avec une disponibilité que les adultes perdent parfois pour continuer à fonctionner. Bien sûr, le film ne prétend pas qu'il faut rester enfant pour être heureux. 22 découvre aussi que le corps fatigue, que les gens peuvent être brusques, que le monde contient du bruit et du rejet. Mais son regard rappelle que l'habitude est capable d'effacer la valeur des choses sans que nous nous en apercevions. Le petit tourbillon de graines est devenu le symbole le plus simple de cette idée. Il ne sert à rien. Il ne résout pas un problème. Il ne représente pas un accomplissement social. Il flotte quelques secondes porté par un mouvement d'air que personne ne maîtrise. Et pourtant, 22 le regarde comme si elle voyait une œuvre entière. Joe, plus tard,
comprend qu'il avait été près de ce type de beauté toute sa vie. La graine ne lui apprend pas qu'il doit abandonner ses rêves. Elle lui apprend qu'une vie ne peut pas être réduite au moment qui se raconte le mieux. Cette scène garde sa force parce qu'elle refuse l'exagération. Soul ne fait pas apparaître un grand miracle lorsque 22 décide d'aimer la Terre. Il choisit une chose minuscule. C'est un pari de mise en scène. Faire confiance au spectateur pour comprendre qu'une sensation fugace peut ouvrir une personne. Les grandes révélations sont parfois faites de détails presque impossibles à expliquer. Une lumière sur un mur, une odeur, une musique entendue depuis une fenêtre, un objet gardé dans une poche. Ces moments n'apparaissent pas sur un curriculum vitae, mais ils peuvent donner à une journée son poids intime. Le film parle ainsi aux personnes qui se sentent coupables de ne pas avoir une passion claire. 22 est entouré de mentors célèbres et chacun a probablement une image très forte de ce qu'il veut transmettre. Elle résiste parce qu'elle comprend leur passion comme une obligation. Si vivre signifie devoir trouver immédiatement ce qui nous distingue, alors elle préfère rester là où personne ne lui demandera de prouver sa valeur. Joe lui apprend d'abord la mauvaise leçon en présentant le jazz comme réponse. Puis il apprend avec elle que la vie n'est pas un examen d'orientation. Cette correction donne au film une portée plus généreuse que le simple récit d'un artiste frustré. Il faut cependant reconnaître que Soul ne s'intéresse pas à toutes les réalités de la même façon. Son regard est celui d'un homme qui dispose d'un talent réel, d'une famille présente et d'une ville pleine de ressources. Le film reste une fable, pas une analyse des inégalités qui rendent la recherche de soi plus ou moins difficile, mais il ne nie pas complètement les contraintes. Liba rappelle la nécessité de la stabilité. Day rappelle qu'un parcours professionnel peut bifurquer. L'école rappelle que les rêves doivent parfois cohabiter avec un emploi. Le récit gagne en maturité lorsqu'il laisse ses voix exister au lieu de les traiter comme des ennemis de l'art. La question financière est donc là, même si elle reste en arrière-plan. Joe n'a pas besoin d'être riche pour souffrir de son travail, et Liba n'a pas besoin d'être insensible pour vouloir qu'il ait un salaire régulier. Leur conflit touche un point que beaucoup de familles connaissent. La poursuite d'un rêve peut demander de la liberté, mais l'instabilité ne se distribue pas de la même manière pour tout le monde. Soul ne tranche pas en disant que la sécurité est une capitulation. Il suggère que l'on peut respecter la prudence de ceux qui nous aiment sans laisser cette prudence définir toute notre vie. Le salon de Liba, comme celui de Dez, fait de ces enjeux quelque chose de tangible. Ce sont des lieux de travail, de transmission et de parole. Liba ne donne pas une conférence à Joe sur la responsabilité. Elle continue de faire ce qu'elle sait faire, d'accueillir les gens, de protéger les objets qui portent une histoire. Dez ne donne pas une leçon sur les carrières alternatives. Il coupe les cheveux de Joe et raconte son passé quand quelqu'un l'écoute enfin. Ces scènes donnent au film son épaisseur quotidienne. L'existence ne se décide pas seulement au moment des grands discours. Elle se construit dans des lieux où les gens reviennent, font leur métier et se rendent service. Le rapport entre Joe et 22 évite également une relation trop prévisible de maître à élève. Joe est officiellement le mentor. Il possède l'expérience terrestre, le langage de la musique, l'envie de revenir. Pourtant, il a besoin de 22 autant qu'elle a besoin de lui. Elle lui rend la capacité de s'étonner. Lui donne accès à des expériences qu'elle n'aurait jamais choisies. Aucun des deux ne sauve l'autre seul. Leur lien fonctionne parce qu'il est conflictuel. Ils s'utilisent, se trompent, se blessent, puis finissent par reconnaître ce qu'ils ont reçu l'un de l'autre. Cette réciprocité devient cruciale quand Joe retrouve 22 sous la forme d'une âme perdue. Il ne peut pas la délivrer à force de parler mieux. Il doit accepter que certaines phrases qu'il lui a dites ont contribué à sa peur. Il doit reconnaître qu'il l'a traitée comme un instrument de son retour. Cette reconnaissance n'est pas longue, mais elle est importante. Beaucoup de récits de mentorat donnent au guide le beau rôle dès le début. Soul ose montrer que l'adulte, même compétent et bien intentionné, peut projeter ses propres manques sur la personne qu'il prétend aider. Joe répare alors par l'attention. Il ne cherche pas un argument définitif. Il se souvient des détails qui ont compté pour 22. C'est une très belle définition de l'écoute. Ne pas seulement attendre le moment de donner son conseil, mais garder en mémoire ce qui a touché l'autre.
Les objets de 22 paraissent sans valeur parce qu'ils n'ont pas d'utilité générale. Ils ont une valeur parce qu'ils appartiennent à son expérience. Joe comprend enfin que son rôle n'est pas de lui expliquer pourquoi elle devrait aimer le jazz. Son rôle est de lui rendre le droit d'aimer ce qu'elle a aimé. La séquence des âmes perdues apporte aussi une image forte de la rumination. Lorsqu'une personne est obsédée par une erreur, une ambition ou un jugement, tout le monde extérieur peut devenir inaudible. Le film montre ces âmes tournant sans cesse autour de leur fixation, comme si elles ne pouvaient plus sortir de la boucle. Cette image touche particulièrement Joe parce que son obsession est socialement admirée. Vouloir réussir dans la musique peut sembler noble. Mais une obsession noble peut faire autant de dégâts intérieurs qu'une obsession honteuse si elle coupe l'individu de ses relations et de ses sensations. Soul ne demande donc pas au spectateur de choisir entre l'excellence et la simplicité. Il demande de regarder ce que nous faisons de l'excellence. La virtuosité de Joe est réelle. Sa scène avec Dorothea est vibrante parce qu'il a travaillé, écouté et appris. Le film ne voudrait pas que nous réduisions ce moment à une erreur. Mais la virtuosité devient plus belle quand elle n'est plus un tribunal. Joe peut monter sur scène sans se demander si chaque note le rend enfin digne. Il peut jouer pour participer à une musique plus grande que son ego, puis sortir du club et continuer d'être attentif à ce qui l'attend dehors. Ce déplacement a une résonance particulière pour les créateurs. Écrire, dessiner, composer, filmer ou entreprendre peut devenir une source profonde de joie. Mais ces activités peuvent aussi devenir des machines à mesurer notre valeur. On commence par aimer un geste, puis l'on veut être reconnu pour ce geste, puis l'on compare son parcours à celui des autres, puis l'on finit par ne plus voir ce qui nous avait donné envie de commencer. Soul connaît cette mécanique de l'intérieur. Il ne propose pas une solution magique. Il rappelle simplement que la création est plus vivante lorsqu'elle reste reliée à l'expérience, au lieu de chercher à la remplacer. Le choix de faire de Joe un pianiste de jazz est alors plus qu'un décor sonore. Le piano exige de lui une présence immédiate. Il ne peut pas jouer avec Dorothea en pensant seulement à la carrière que cette soirée lui offrira. Pour suivre le groupe, il doit écouter maintenant. Il doit répondre au rythme maintenant. Il doit accepter la note que l'autre musicien vient de déposer. La musique lui enseigne déjà la leçon qu'il refuse ailleurs. Le voyage avec 22 ne lui apporte pas une philosophie étrangère au jazz. Il lui permet de comprendre ce que son art lui disait depuis longtemps. La dernière réponse de Joe possède enfin une grande force parce qu'elle demeure incomplète. Quand les Jerry demandent ce qu'il va faire, il ne fournit pas un programme de transformation. Il dit qu'il va vivre. Cette absence de détails ne signifie pas que le film manque de conclusion. Elle respecte l'idée centrale. Une vie ne peut pas être résumée par une seule vocation, ni par un plan figé. L'avenir de Joe doit rester ouvert. La bonne question n'est plus de savoir quel événement le rendra valable. La bonne question est de savoir comment il sera présent dans les événements qui viennent. Cette ouverture explique pourquoi la fin de Soul laisse une émotion à la fois apaisée et inquiète. Le spectateur voudrait peut-être savoir ce que devient 22, quel enfant elle sera si Joe accepte le poste de professeur, s'il joue encore avec Dorothea Williams ou s'il change complètement de direction. Le film refuse de fermer ses portes. Il ne le fait pas par manque d'imagination, mais parce qu'une réponse trop précise contredirait son propos. L'important n'est pas de connaître le prochain objectif de Joe. L'important est de savoir qu'il ne cherchera plus automatiquement son salut dans le prochain objectif. 22 disparaît de l'écran au moment où elle commence vraiment son histoire. C'est un choix émotionnellement juste. Tout ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle a acquis un regard assez ouvert pour affronter l'inconnu. Elle n'a pas besoin d'être promise à une vie extraordinaire pour que son départ compte. Elle a déjà gagné quelque chose de plus fragile, le droit de ne pas savoir et de partir quand même. Cette conclusion peut toucher les spectateurs qui se sentent eux-mêmes en retard, incomplets ou incapables de désigner une passion unique. Soul ne leur garantit pas qu'ils trouveront une réponse parfaite. Il leur rappelle que l'absence de réponse n'annule pas la possibilité d'entrer dans la vie. Le film se distingue aussi par sa confiance dans le silence. Après les scènes comiques, les explications des Jerry et les dialogues rapides de 22, il sait s'arrêter. Joe assis devant son piano, les objets alignés, la lumière dans la pièce,
la musique qui revient. Cette séquence ne cherche pas à tout verbaliser. Elle laisse l'image et le son porter ce que Joe commence à comprendre. Dans un récit aussi riche en concepts, ce silence est précieux. Il évite que le film confonde explication et émotion. Certaines idées doivent être entendues. D'autres doivent être ressenties dans la manière dont une main approche un clavier ou dont un objet banal réveille une mémoire. Le montage accompagne très bien ce mouvement. Quand Joe est prisonnier de son objectif, le film avance vite avec lui. Il court, téléphone, organise, proteste, vérifie l'heure. Le monde devient une succession d'obstacles ou de moyens. Lorsque 22 prend le contrôle de son corps, le rythme se relâche. Les plans accordent de l'espace à une sensation, à un regard, à une rencontre. Cette différence de tempo raconte presque tout sans avoir besoin de le dire. Joe considère que ralentir est dangereux. 22 découvre que ralentir est parfois la seule façon de percevoir où l'on se trouve. La ville elle-même se transforme selon ce rythme. Dans les premières scènes, New York est pour Joe un trajet entre l'école, le club, l'appartement et le salon de sa mère. Chaque adresse a une fonction. Après l'arrivée de 22, la ville redevient un ensemble de détails. Une bouche de métro n'est plus seulement un accès. Un trottoir n'est plus seulement un obstacle. Le son d'une rue n'est plus seulement du bruit. Cette métamorphose ne vient pas d'un changement de décor. Elle vient d'un changement de regard. Soul fait ainsi sentir que la monotonie est parfois moins une propriété du monde qu'une conséquence de l'attention que nous lui accordons. Cette idée pourrait sembler dangereusement facile si le film affirmait que l'émerveillement suffit à résoudre tous les problèmes. Il ne va pas jusque-là. Joe est toujours mortel. Il a toujours des responsabilités. Liba n'a pas tort de s'inquiéter. Connie doit encore décider de son avenir. Daisy ne retrouve pas soudain son ancien projet de vétérinaire. L'émerveillement ne remplace ni le travail, ni la prudence, ni l'action. Il change plutôt la place que ces choses occupent. Il empêche une personne de croire que tout ce qui n'est pas spectaculaire ne vaut rien. On peut voir là une réponse discrète à la culture de la performance. Joe a transformé son désir artistique en mesure de sa valeur. Il n'est pas seul. Beaucoup de gens sont encouragés à penser que leur existence doit produire un résultat visible. Être occupé devient une preuve de sérieux. Être reconnu devient une preuve de réussite. Avoir un but clair devient une preuve de maturité. Soul déplace ses attentes sans les ridiculiser. Il demande ce qui reste lorsque la reconnaissance se tait. Si l'on ne peut plus être attentif à une conversation, à un repas, à un souffle d'air ou à une personne aimée, alors même la réussite la plus brillante risque d'arriver trop tard. Le film ne romantise pas non plus l'absence de but. 22 commence par mépriser la terre parce qu'elle redoute les difficultés. Son cynisme est une protection. Elle préfère déclarer que rien ne vaut la peine plutôt que de risquer une déception. Cette attitude peut ressembler à de la lucidité, car elle pointe vraiment les absurdités humaines. Les gens se disputent, se pressent, tombent malades, vieillissent, échouent, perdent ce qu'ils aiment. Mais 22 ne voit d'abord que le coût. Son voyage lui apprend que le coût n'est pas tout le bilan. La fragilité d'une chose peut être aussi ce qui la rend précieuse. La mort de Joe donne à cette fragilité une forme directe. Il tombe parce qu'il ne regarde plus où il met les pieds. L'accident est presque absurde et c'est ce qui le rend efficace. Il n'est pas causé par un ennemi ou par une grande faute dramatique. Il arrive au milieu d'une joie trop grande. Soul évite ainsi de construire une morale simpliste du type « Ne soyez pas ambitieux, sinon vous serez puni ». Joe ne tombe pas parce qu'il est mauvais. Il tombe parce qu'une vie peut basculer au moment où l'on pense avoir enfin le contrôle. Cette idée rend son retour plus intense, mais elle rend aussi plus claire la nécessité de ne pas attendre une catastrophe pour regarder ce qui existe déjà. Dans ce sens, le film rejoint les meilleures histoires de voyage intérieur. Le héros traverse des mondes extraordinaires pour réapprendre à voir le monde ordinaire. Le grand avant est inventif, les règles des âmes sont amusantes, les Jerry sont mémorables, mais le cœur de Soul ne se trouve pas dans l'explication de l'au-delà. Il se trouve dans une part de pizza, une coupe de cheveux, un costume réparé, une graine dans l'air. Plus Joe passe de temps dans des espaces cosmiques, plus il comprend que la réponse qu'il cherchait n'était pas cachée très loin. Elle était disséminée dans les choses qu'il avait cessé de considérer comme importantes. Ce contraste entre le cosmique et l'ordinaire donne au film sa signature visuelle et émotionnelle.
Pixar a souvent utilisé des mondes imaginaires pour parler de sentiments très quotidiens. Ici, l'ambition est particulière, car la question de l'âme pourrait facilement devenir abstraite. Le film la ramène constamment vers des corps, des objets et des lieux. 22 ne se met pas à aimer une définition philosophique de la vie. Elle aime la sensation d'être dans un corps humain, avec tout ce que cela implique de maladresse, de faim, de froid et de plaisir. Joe ne devient pas sage parce qu'il a reçu une révélation des Jerry. Il devient plus attentif parce que l'expérience de 22 lui révèle ce qu'il n'avait pas vu. Le design des personnages soutient très bien ce principe. Joe a une présence physique crédible. Sa fatigue, ses expressions, sa manière de s'asseoir au piano et de marcher dans la rue racontent une histoire avant même qu'il parle. 22, au grand avant, n'a qu'une forme simple, mais elle est immédiatement lisible grâce à son énergie et à ses réactions. Lorsqu'elle habite le corps de Joe, le décalage entre son enthousiasme désordonné et l'apparence adulte de Joe produit de l'humour, mais il produit aussi une étrangeté utile. Le spectateur voit que l'identité ne se réduit pas au visage ni aux gestes appris. Un même corps peut contenir une attention complètement différente. Cette dissociation entre corps et identité est traitée avec prudence. Soul ne cherche pas à dire qu'un corps n'a aucune importance. Au contraire, le corps est la voie par laquelle 22 découvre la vie. Respirer, goûter, marcher et sentir deviennent des expériences fondatrices. Ce qui change, c'est le regard de Joe sur son propre corps. Il l'avait réduit à l'instrument qui doit lui permettre de jouer. En le perdant, il comprend qu'il est aussi le lieu de toutes les sensations qu'il avait négligées. La fable spirituelle revient donc toujours vers la matérialité. La musique de Jon Batiste participe à cette matérialité. Le jazz de Joe n'est pas une musique vague posée sur des images inspirantes. Il a une texture, une cadence, une respiration. Il exprime la concentration de Joe et son désir de communiquer sans passer par un discours. Les morceaux associés au grand avant, composés par Trent Reznor et Atticus Ross, ont une autre fonction. Ils rendent perceptible la fluidité de cet espace où les âmes ne sont pas encore ancrées dans un temps humain. L'association des deux univers sonores n'est pas un simple contraste esthétique. Elle donne au film une manière de faire sentir la différence entre l'élan de créer et la question plus vaste de savoir pourquoi l'on veut vivre. Les récompenses obtenues par Soul, notamment aux Oscars pour le film d'animation et la musique, confirment que cette ambition a trouvé un écho. Mais la réception du film s'explique aussi par sa capacité à parler à plusieurs générations. Les enfants peuvent suivre l'aventure de 22, les règles du grand avant, le chat et la course contre Terry. Les adultes peuvent entendre dans Joe une fatigue plus intime, celle d'avoir construit sa valeur autour d'un horizon qui recule sans cesse. Cette double lecture est une qualité importante du cinéma d'animation lorsqu'il refuse de séparer artificiellement le divertissement et les questions sérieuses. Le ton de Soul reste pourtant très différent d'une conférence sur le sens de la vie. Il ne nous donne pas une méthode. Il nous place à côté de Joe pendant qu'il rate plusieurs fois la même leçon. Il pense que le jazz est son étincelle. Il pense que le concert le sauvera. Il pense que 22 doit devenir comme lui. Il pense qu'il peut gagner du temps en ignorant tout le reste. Chaque fois, la vie lui répond par une situation qui ne rentre pas dans son plan. Une chute, un chat, une âme sarcastique, une mère qu'il n'écoute pas, un coiffeur qu'il ne connaît pas, une musicienne qui ne lui promet pas le bonheur. Le film progresse par ces petites fissures, pas par une conversion soudaine. La relation avec Liba est un exemple parfait de cette méthode. Joe croit savoir ce qu'elle représente, la sécurité contre le rêve. Puis il découvre que ce cadre est trop pauvre. Liba a connu les efforts de son fils. Elle a conservé des traces de son père. Elle continue d'aimer Joe même quand elle ne comprend pas complètement ses choix. La scène où elle lui remet le costume ne règle pas toute leur tension, mais elle donne à Joe une possibilité nouvelle. Il peut cesser de traiter chaque désaccord comme une négation de sa personne. Il peut voir que quelqu'un peut l'aimer et avoir peur pour lui en même temps. Day reçoit un traitement similaire. Joe croyait connaître son coiffeur parce qu'il connaissait sa fonction. Il découvre qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître sa personne. Cette révélation est plus embarrassante qu'extraordinaire et c'est précisément pourquoi elle compte. Soul ne demande pas au spectateur de devenir soudain proche de tous les inconnus.
Il suggère qu'il y a autour de nous des vies aussi complexes que la nôtre, et que notre propre monde s'appauvrit lorsque nous refusons de les voir. Une question posée avec attention peut parfois ouvrir une porte que des années d'habitude avaient laissée fermée. L'école rappelle enfin que Joe n'est pas seulement un homme qui n'a pas encore réussi. Il est déjà quelqu'un dans la vie des autres. Cette idée peut être difficile à entendre pour les personnes qui se sentent bloquées professionnellement. Lorsqu'on souffre d'un manque, il est tentant de penser que rien d'autre ne compte. Soul ne nie pas ce manque. Il ne dit pas à Joe qu'il devrait être satisfait parce qu'il a des élèves. Il montre plutôt que la valeur de son influence existe même s'il ne la ressent pas toujours. Curley lui a ouvert la porte de l'audition. Connie a besoin d'une confiance que Joe peut aider à faire grandir. Sa présence dans cette école n'est pas la totalité de son identité, mais elle n'est pas non plus une absence de vie. Cette nuance protège le film contre une interprétation simpliste de la gratitude. Il ne s'agit pas de dire aux personnes frustrées qu'elles devraient juste apprécier ce qu'elles ont. Une telle injonction serait injuste et froide. Joe a le droit de vouloir jouer. 22 a le droit d'avoir peur. Liba a le droit de vouloir la sécurité. La sagesse de Soul ne consiste pas à supprimer ses désirs contradictoires. Elle consiste à montrer qu'ils ne doivent pas devenir les seuls éléments visibles. La gratitude n'est pas un ordre de se taire. C'est la possibilité d'ajouter du réel à ce que le manque avait rendu invisible. À ce titre, Soul est peut-être moins un film sur le bonheur qu'un film sur l'attention. Être attentif ne garantit pas une vie facile. Cela ne met pas fin au deuil, aux échecs, à l'injustice ou à la solitude, mais l'attention rend possible une relation moins automatique au monde. Elle donne de la place à une musique entendue au loin, à un objet gardé sans raison, à une personne dont on croyait tout savoir, à une journée qui n'a pas produit de victoire. Joe repart sur Terre avec cette capacité encore fragile. C'est peu peut-être, c'est aussi immense. Le chemin de Joe peut alors être relu depuis le début avec une clarté nouvelle. Lorsqu'il joue son audition devant Dorothea Williams, il ressent déjà cette présence totale que le film associe plus tard à la zone. Il est vivant à cet instant. Mais il interprète cette sensation comme une promesse. Si je peux jouer ainsi chaque soir, alors je serai enfin heureux. C'est une erreur compréhensible car les moments de grâce donnent envie d'être répétés. Pourtant, aucun moment, même sublime, ne peut devenir une résidence permanente. La beauté d'un morceau tient aussi au fait qu'il se termine, qu'il laisse une vibration, puis qu'il oblige le musicien à revenir vers le silence. Joe devait perdre ce qu'il croyait vouloir pour entendre autrement ce silence. Son voyage dans le grand avant n'efface pas sa personnalité. Il aime toujours le piano. Il est toujours ambitieux, sensible au talent, fier lorsqu'il est reconnu. Le changement n'est pas une disparition de son ancienne vie. C'est une modification de l'échelle. Le jazz n'est plus le mur derrière lequel il cache le reste. Il devient une des nombreuses manières par lesquelles il peut sentir la vie circuler. Il peut encore avoir faim de musique sans laisser cette faim dévorer toutes les autres formes de relations. Cette différence peut paraître minuscule dans une phrase, mais elle change profondément la manière d'habiter une journée. Un même emploi peut être vécu comme une prison ou comme un lieu où des liens existent, sans que l'une de ces perceptions annule l'autre. Un même repas peut être une obligation ou une occasion de comprendre ce que quelqu'un essaie maladroitement de dire. Une même promenade peut n'être qu'un déplacement ou devenir un moment où l'on remarque la saison, le vent et sa propre fatigue. Soul ne transforme pas le quotidien en spectacle. Il rappelle que le quotidien contient déjà plus que ce que notre attention pressée peut enregistrer. La narration de Joe aurait été plus simple s'il avait pu dire « J'ai toujours été fait pour le jazz ». Soul préfère une vérité plus mouvante. Joe a peut-être été fait pour aimer le jazz, mais personne n'est fait pour une seule chose. L'existence humaine est trop vaste pour tenir dans une étiquette, même prestigieuse. Une personne peut être musicienne, fils, professeur, voisin, ami, apprenti, auditeur, passant. Elle peut réussir dans un domaine et échouer dans un autre. Elle peut changer, elle peut recommencer. Le film donne de l'espace à cette multiplicité, là où Joe cherchait une définition nette qui lui éviterait de se sentir perdu. 22 incarne l'autre face de cette vérité. Elle ne sait pas qui elle sera, et le film ne l'oblige pas à le savoir avant de naître. C'est un choix d'une grande douceur.
Les histoires de destinée aiment souvent révéler que le héros possédait depuis le début un don exceptionnel. Ici, l'âme la plus réfractaire devient prête à vivre, non parce qu'elle découvre un talent caché, mais parce qu'elle éprouve une envie. Elle veut sentir davantage. Elle veut voir ce qui arrive. Cette envie n'est pas moins noble qu'une vocation. Elle est peut-être même la condition qui rend toutes les vocations possibles. Le film ne prétend jamais que Joe et 22 peuvent éviter la douleur. Joe reviendra dans un monde où les occasions peuvent échouer. 22 naîtra dans un monde où elle pourra être blessée. Mais Soul traite le risque comme une conséquence de l'ouverture, non comme une raison de se fermer. Refuser de vivre pour ne pas souffrir revient aussi à renoncer à la possibilité d'être surpris, ému, relié. Joe et 22 avaient tous deux choisi une forme de protection, lui par la réussite future, elle par le refus du futur. Leur aventure les conduit vers une vulnérabilité plus honnête. Cette vulnérabilité donne à la fin son caractère adulte. Il n'y a pas de grand discours final à l'ensemble du monde. Joe ne gagne pas le contrôle de son destin. Il gagne une disponibilité. C'est moins spectaculaire, mais plus durable. Une personne qui attend une réponse totale avant de commencer peut passer sa vie à attendre. Une personne qui accepte de ne pas tout savoir peut entrer dans le prochain jour avec une attention différente. C'est exactement ce que Joe promet lorsqu'il dit qu'il va vivre chaque minute. Il ne promet pas de réussir chaque minute. Il promet de ne plus être absent de sa propre vie. Soul reste donc un film de musique, de comédie et de fantastique, mais son souvenir ne vient pas seulement de son univers d'âme ou de son animation raffinée. Il vient de cette question insistante. Qu'avons-nous déjà devant les yeux sans parvenir à le reconnaître? Pour Joe, la réponse se trouvait dans sa mère, dans ses élèves, chez son coiffeur, dans les rues de sa ville, dans la musique qu'il aimait et même dans le silence après la musique. Pour 22, elle se trouvait dans une pizza, une conversation, une feuille portée par l'air. Le film ne hiérarchise pas ces réponses. Il leur donne la même dignité parce qu'elles attestent toutes d'une relation au monde. La force de Soul est de faire de cette idée une expérience de cinéma plutôt qu'une simple leçon. On entend le piano de Joe, on suit le mouvement des rues, on ressent l'étrangeté du grand avant, on rit de la maladresse de 22, puis l'on reste avec un objet insignifiant qui devient soudain chargé de mémoire. Cette construction permet au film de parler sans nous enfermer dans une définition. Chacun peut reconnaître son propre grand objectif, sa propre peur de commencer ou son propre détail ignoré. Le récit reste précis, mais son écho s'élargit au-delà de Joe Gardner. Quand le générique approche, la question n'est plus de savoir si Joe a assez mérité sa seconde chance. Il l'a reçue, et il comprend enfin ce qu'elle demande. Une seconde chance n'est pas nécessairement une occasion plus grande. C'est peut-être l'occasion de revenir dans la même vie avec des yeux nouveaux. Joe ne doit pas partir pour un autre monde, obtenir un autre corps ou devenir un autre homme pour que son existence change de couleur. Il lui suffit d'accepter que sa vie n'était pas vide avant le concert. Elle était là, pleine de choses qu'il n'avait pas encore apprises à regarder. Voilà pourquoi Soul peut laisser un spectateur pensif longtemps après sa fin. Le film ne nous force pas à abandonner nos rêves. Il nous demande de les remettre à leur place humaine. Un rêve peut nous guider, nous élever, nous donner une discipline et une joie réelle. Mais il ne devrait pas devenir la seule fenêtre par laquelle nous regardons le monde. Joe comprend cette vérité au moment où il cesse d'utiliser la musique comme une preuve et commence à l'utiliser comme une écoute. À partir de là, chaque note peut encore compter, mais aucune note n'a besoin de porter à elle seule le poids de toute une vie. Et c'est peut-être la plus belle conclusion que Soul puisse offrir. Nous ne sommes pas obligés d'attendre une scène parfaite, une réponse parfaite ou une version parfaite de nous-mêmes pour commencer à être présents. Il y aura toujours un prochain objectif, une nouvelle inquiétude, une raison de courir. Pourtant, quelque part entre deux rendez-vous, une conversation, une odeur, un éclat de rire ou une graine portée par le vent peut nous rappeler ce que Joe Gardner avait oublié. La vie n'arrive pas après le grand moment. Elle est déjà là pendant que nous cherchons à savoir quand elle commencera. Cette idée ne rend pas les journées faciles, mais elle leur rend leur profondeur. Joe peut encore connaître le doute, manquer un train, recevoir une mauvaise nouvelle ou se demander si ses choix étaient les bons. Rien ne promet que le monde deviendra plus doux parce qu'il a compris sa leçon.
Pourtant, il possède désormais quelque chose qu'il n'avait pas au début, la capacité de ne pas laisser un seul manque recouvrir tout le reste. Il sait que la musique peut l'emporter très loin, mais aussi que le retour vers la rue, les autres et les petites choses n'est pas une chute. C'est là que la musique prend son sens. C'est là que l'existence recommence, sans fanfare, à chaque instant où l'on consent enfin à l'entendre. Rien d'extraordinaire n'est requis, seulement la volonté de regarder, d'écouter et de répondre, avec patience, à ce qui nous attend, même lorsque personne ne l'applaudit et que rien ne change, sans attendre.